Bonjour à tous et bienvenue dans À Découvert. À force de raconter mon histoire dans mes interviews, je me suis rendu compte d'une chose. Je racontais toujours la même. Les mêmes questions, les mêmes réponses, comme si au final je m'étais enfermée dans un récit figé et une version toute faite de moi-même. J'ai réalisé que j'étais plus que ça, que les personnalités que vous aimez suivre sont plus que ça. Alors j'ai souhaité créer l'espace dont j'aurais eu besoin. Un espace où on peut lâcher prise, loin des formats d'interviews classiques. Bienvenue dans À Découvert. Aujourd'hui, c'est Théo Curin qui a accepté de se prêter au jeu. J'ai découvert, comme beaucoup, Théo à travers ses exploits sportifs, son énergie solaire et sa capacité à repousser les limites. Athlète de haut niveau, présentateur télé, aventurier des temps modernes, amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans, il est bien plus que son histoire. Et aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller au-delà des titres, au-delà de l'image. Théo ? Bonjour. Bonjour. Wow. Magnifique. Merci. J'adore. Ça va, Julie? Trop contente que tu sois là. Mais oui, moi aussi. Merci mon Théo. Incroyable. Je te laisse prendre place. J'adore. Pour ce voyage Bonjour, en toi. salut tout le monde. J'adore, c'est magnifique le décor. Ce petit moment à découvert entre toi et toi-même. Je suis trop contente que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Mais avec plaisir. En plus, c'est la première des premières. Oui, ensemble. ah oui, mais oui, c'est vrai. Donc, T'es pas trop stressé? T'es mon crash test. Ah d'accord, bon, ça me c'est très bien, ça me va. Alors Théo, moi ce que j'adore, tu vois, c'est que j'avais envie de sortir des formats classiques, donc j'avais envie d'un cocon. Et tu vois, le miroir pour moi, ça a souvent été une épreuve. J'imagine peut-être que pour toi aussi, à travers tout ce que tu as traversé. Et j'aime bien, avant qu'on commence à échanger, à se mettre face à face, se mettre face au miroir, face à soi-même. Donc quand tu es face à ce miroir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la première chose que tu vois? C'est pas facile, tu commences très fort, Julie. Qu'est-ce que je vois? Je me vois moi, comme tous les matins. C'est vrai que c'était pas facile à une certaine période de se regarder comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me lève tous les matins avec la plupart du temps le sourire et cette envie d'aller de l'avant. Donc je dirais que pour moi aussi, ça a été difficile à une certaine période et qu'aujourd'hui, le miroir, je l'ai accepté et que je l'aime bien. C'est dingue de dire ça. Ouais. Est-ce que cette perception, elle a changé au fil du temps? Oui, elle a changé et parce que il a fallu accepter en fait que ça allait prendre du temps. Je pense que une partie de l'acceptation, elle se joue dans la durée et dans l'acceptation que en fait on ne sait pas quand est-ce que ça va aller mieux. Ouais. Je pense que c'est bien aussi d'accepter que on peut pas brûler les étapes. Je ne me sens pas quand tu es face à moi. C'est vrai, putain, waouh. Mais c'est drôle parce que là, d'habitude, c'est moi qui fais ça. Genre, t'as fait des pieds et des mains pour arriver jusqu'ici. Ah, vas-y, c'est bon. Ah, vas-y, j'adore. Non, mais donc oui, il faut accepter en fait tout simplement que ça prenne du temps. Il faut s'entourer. Oui, absolument. Il faut s'entourer. Et voilà. C'est parfait. Mais ça finit par arriver. C'est là où je voulais en venir. Donc, je vais te laisser fermer les yeux. Ah ouais, d'accord. Là, tu penses trop, on a un concept de fou. Ouais, là, il y a des proches qui vont arriver, des orchestres. Ah non, on n'en est pas encore là. Et je te laisse les réouvrir. Cette photo, ça veut dire beaucoup. Ouais, je t'ai déjà entendu dire que ta naissance, elle avait vraiment commencé à partir de là. Ta vie avait commencé à partir de ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait... moi, j'ai plus aucun souvenir de ma vie d'avant quand j'avais mes mains et mes pieds. Ouais. Je pense déjà parce qu'il m'est arrivé cette maladie très tôt, j'avais 6 ans. Donc forcément, à 6 ans, on oublie peut-être plus facilement, le cerveau est peut-être moins construit. Et oui, c'est vrai que le corps humain est plutôt bien fait. Je dirais que mon premier souvenir, tu vois, quand je fais l'effort de me replonger dans le passé, ça fait partie des premiers moments, en fait, de ma vie, dont je me souviens en tout cas. Et c'est vrai que cette journée, elle était extraordinaire parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais sorti de l'hôpital, que j'étais dans ce centre de rééducation. Ouais. Et dans ce centre de rééducation, j'étais de plus en plus autonome, j'arrivais à faire de plus en plus de choses tout seul. Mais c'est vrai que finir par se lever de son fauteuil, c'est finir un peu en apothéose. Et en plus partager ça avec mes proches, surtout mes parents qui avaient fait le déplacement pour vivre ce moment-là avec moi, c'était assez exceptionnel et ça fait partie de mes premiers souvenirs, mais je pense que ça restera jusqu'à la fin de mes jours le plus beau jour de ma vie. C'est incroyable. Ouais. C'est une méningite du coup qui t'a causé cette amputation des 4 membres. Ouais. Est-ce que à cet âge-là, on
comprends vraiment l'importance de ce qui est en train de se passer. Non, et c'est la chance que j'ai eue, en fait. Ouais. C'est la chance que j'ai eue parce que, pour te donner un exemple, en ce moment, j'échange beaucoup avec un jeune qui a une vingtaine d'années, qui a exactement la même maladie que moi, qui le vit quand même plus difficilement. Tu vois, Parce qu'il s'est connu avant. Il s'est connu avant, parce qu'à 20 ans, on a une vie amoureuse, qu'on a des projets, qu'on se lance, je sais pas moi, lui, tu vois, il finissait ses études, il allait pouvoir bosser là dans quelques mois. Donc forcément, ça chamboule quand même beaucoup plus la vie. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, ce gars est encore plus courageux que moi à ce moment-là, parce qu'il est... Enfin, vraiment, je trouve ça impressionnant. Cette capacité de rebondir, elle est folle. C'est vrai, franchement, ce que tu apportes là, c'est hyper intéressant, parce qu'en parlant avec des accidentés, des handicapés, il y a toujours cette fatalité qui fait que quand ça t'arrive très jeune, tu as une capacité d'adaptation et de t'adapter au monde. Moi, Théo, je te jure, on en parle encore avec Flavian aujourd'hui, mon chéri, mais je sais pas, on s'est retrouvés autour d'une table un jour, et il y avait des pistaches, et je t'ai vu ouvrir les pistaches, tu sais, en mode normal, et j'étais là... Waouh, tu vois, genre. Alors que des pistaches avec toi. Ouais, je sais plus. On était avec Justine Hutto. D'accord, ouais. Et on en reparle encore avec Flav et je me dis, waouh, ouais, cette capacité d'adaptation, en fait, chez toi, elle m'avait autant marqué, tu vois, que ce côté solaire. Et c'est vrai que quand un accident arrive plus tard, moi, je sais que le mien est arrivé quand j'avais 16 ans. En fait, c'est juste que tu conserves l'image de toi que tu avais avant. Ouais. Et c'est aussi cette transition-là qui peut être dure à accepter, mais ça minimise pas du tout ce qui t'est arrivé. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et je le dis souvent, mais en fait, moi, ça a été ma chance d'avoir eu cette maladie aussi tôt. Les personnes qui ont le plus souffert, en fait, à ce moment-là, c'est l'entourage, parce qu'en fait, ceux qui ont dû modifier leur quotidien, trouver des astuces pendant l'hospitalisation, bah, c'est mes proches, c'est mes parents. C'est ma grande sœur, tu vois, elle a 3 ans de plus que moi, donc elle avait même pas... elle avait 9 ans environ quand j'étais hospitalisé. Et à 9 ans, tu vois plus du tout ton petit frère du jour au lendemain, tu vois moins tes parents. Et donc voilà, je pense que sur le moment-là, les gens qui ont le plus souffert, ça a été mes proches. Même si après, évidemment, j'ai connu des moments difficiles. Justement, j'allais t'en parler. Tu dis souvent que tu as grandi et tu t'es construit entre l'amour et l'humour. Je trouve ça magnifique. Et j'ai écouté un bon nombre d'interviews de toi, je dois l'admettre. Entre l'anecdote des pâtes bolognaises et le fait de n'avoir jamais vu tes parents pleurer. Ça change quoi vraiment d'avoir un entourage solide? Ça change tout. Ça change tout. Après, je peux pas trop, on va dire, comparer, parce que moi, j'ai connu que ça. J'ai connu que des parents aimants, courageux. Mais c'est vrai que je pense que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai ce tempérament et que j'ai envie de tout le temps m'améliorer, de progresser, d'avancer. Parce que c'est vrai, j'ai jamais vu mes parents tristes, en fait. C'est fou. Que ce soit dans les moments difficiles, quand je suis tombé malade, ou même... on va dire, dans la vie du quotidien, tu vois. Je le dis aussi de temps en temps, mais ma maman, elle a été caissière pendant plus d'une dizaine d'années. On sait que c'est un métier qui est difficile. Jamais je l'ai entendu souffler pour aller au taf, tu vois. C'est des gens qui sont terriblement courageux et qui ont su dédramatiser, comme je le raconte, la maladie, les premières difficultés et tout, parce que sinon, on allait faire que chialer tout au long de notre vie. C'était pas bon. Et c'est tellement, je veux dire, ça peut tellement arriver, et c'est totalement normal aussi de se laisser porter dans cette douleur, et on la surmonte chacun différemment. Exactement. Mais cette anecdote des pâtes bolo où elle te fait ton plat préf et tu t'en mets partout, c'est dingue, et tout le monde rigole. Mais c'est ça, c'est sa première sortie d'hôpital. Ma mère veut me faire plaisir, elle me fait mon plat préféré, spaghetti bolognaise, et puis à la première sortie d'hôpital, j'avais encore des bandages et tout, puis j'étais pas passé par l'étape de rééducation, donc je m'en suis foutu partout. Et là, c'est vrai qu'on sait pas si on doit rire ou si on doit pleurer. En fait, on choisit le rire, et puis tout de suite, ça dédramatise la situation, et c'est comme ça qu'on a réagi sur toutes les autres situations, et ça nous a fait du bien. Ça m'a permis vraiment de presque prendre à la légère ce qui était en train de se passer, parce que c'était déjà suffisamment difficile pour qu'on en rajoute tous les jours, tu vois. Et ta sœur, elle a trouvé sa place là-dedans? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça met du temps. Pas tout de suite, et honnêtement, je pense que c'est une des femmes les plus courageuses que je connaisse. Aujourd'hui, elle est maman. C'est vrai? Elle est aide-soignante, ça veut dire beaucoup. Enfin, elle est auxiliaire de vie, donc ça veut dire beaucoup aussi. Mais je sais qu'elle a beaucoup souffert. Exact. Du manque des parents. Forcément, même quand je suis rentré à la maison, mes parents étaient quand même très attentifs à moi et tout, et ils ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas été facile pour elle. En revanche, elle a eu
elle a connu des moments difficiles, mais aujourd'hui, elle s'en est sortie de la plus belle des manières parce qu'elle a donné la vie. Et en plus, son métier, c'est d'aider les autres. Donc ça, elle a trouvé sa vocation quand même à travers ton histoire et à travers peut-être sa propre solitude dans ces moments-là. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué. Si tu regardes la photo, s'il y avait genre une sensation, une expérience, un ressenti que tu voudrais lui transmettre à ce petit Théo, ça serait quoi? Quelle phrase, quel message je lui enverrais Pas forcément une phrase ou un message, ou même, tu vois, un ressenti, une expérience que tu as vécue, peut-être quelque chose qui t'a traversé là, ces dernières années, où tu voudrais lui dire bah ça, là, ce que j'ai vécu, c'était quand même fou. Et j'aimerais juste te le faire ressentir pour voir ce qui nous attend. En fait, tu vois, je vois un peu un parallèle, mais là, déjà, il faut savoir que ce jour-là, quand cette photo, c'est vraiment le premier moment où je me lève. Et comme ça fait un moment que je ne m'étais pas levé, je suis un peu étourdi. Étourdi et pas bien, comme si j'étais bourré, mais j'avais 7 ans, donc ce n'était pas le cas. Mais, avant l'air. Et en fait, je vois un parallèle avec le moment où j'ouvre la cérémonie des Jeux paralympiques de Paris. Et en fait, j'avais eu peur pendant plusieurs semaines de me casser la gueule dans les escaliers de la place de la Concorde. Ah ouais. Et donc, en fait, je dirais, écoute, figure-toi, là, tu te lèves pour la première fois de ton fauteuil, et dans quelques années, tu vas ouvrir la cérémonie des Jeux paralympiques dans ton pays, debout, et avec tes 2 prothèses, et sans tomber, en plus. C'est fou. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Le parallèle, il est... Les barres parallèles. Non, pas mal, Julie, j'adore. J'adore. Les barres parallèles. Non, le parallèle est dingue. Le parallèle est dingue, et je comptais t'en parler en plus de ces JO, mais tu sais quoi, on va le faire ici, vu que t'en parles. Quel chemin, gars. C'est fou. C'est fou. C'était une expérience vraiment exceptionnelle. Je pensais vraiment pas pouvoir vivre ça. D'autant plus que, on en reparlera peut-être, mais j'ai arrêté la compétition quand même assez tôt. Donc j'avais accepté dans ma tête de ne pas participer aux Jeux dans mon pays. Mais là, d'une certaine façon, j'y ai participé, tu vois. Ouais, et puis le représenter. Ouais. On va en reparler. On va en reparler. Je t'invite plaisir à passer avec moi au face-à-face. Allez, c'est parti. Théo, maintenant qu'on a fait la paix avec ce miroir, épreuve sympa? Pas facile. Ouais, pas facile, je sais. Pas facile du tout. C'est vrai que, on l'a dit en off, quand on est interviewé régulièrement, on a souvent des éléments de langage qu'on utilise souvent. Et c'est vrai que ça permet de te remettre un peu de briser la glace, de changer un peu tes habitudes. J'étais un peu déstabilisé, ça fait du bien, donc bravo. Ouais, ça fait du bien. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Bon, on va faire plus simple là, face à face. Ça, tu connais. Ça me parle, ouais. On se pose, on est posé, on papote. J'avais une question qui me semble hyper pertinente, si je peux dire. Tu sais, quand on est à l'hôpital, on est souvent dans cette bulle un peu stérile avec les aidants, les accompagnants. Ouais. Et moi, je sais que j'ai beaucoup souffert du fait de ressortir dans le monde extérieur, affronter les regards du monde extérieur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, d'être protégé dans le système hospitalier? 1000 fois. Ouais. Mais dans le service, à l'hôpital, mais aussi dans le centre de rééducation, parce qu'on est chouchouté et entouré que de personnes pratiquement dans la même situation que nous. Enfin, je veux dire, les gens qu'on côtoie dans un centre de rééducation ou dans un hôpital, c'est des gens qui ont eu une maladie ou un accident comme nous. Et donc, on est rassuré par ça. Et quand on sort de ces centres, tout de suite, on se sent seul et différent et observé. Et c'est ça qui est assez déstabilisant, voire même énervant, quoi. Et triste, parce que j'en ai souffert parce que je comprenais pas à 8-9 ans, parce que c'est à peu près à l'âge là où je suis sorti du centre de rééducation. C'est à partir de là où je me dis, mais comment ça se fait que les gens me regardent comme ça, quoi? Parce que je n'avais pas remarqué ça au centre de rééducation, j'avais plein de copains, là les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre, c'est bizarre. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi les gens me regardaient comme ça et accepter, en fait. T'as un souvenir marquant d'une phrase qu'on t'a dit, un regard vraiment qui t'a bouleversé et qui t'a... Tu sais, moi je dis souvent qu'on se rappelle de notre propre différence à travers les yeux des gens. Nous, on oublie. Enfin, moi, j'oublie que je suis brûlée, tu vois. J'oublie que j'ai des cicatrices partout. Toi, je pense que t'oublies que t'es amputée, t'oublies que...
Et en fait, les gens nous le rappellent constamment dans la rue par leur regard. T'as un truc comme ça qui t'a marqué? Mais t'as totalement raison, je le dis tout le temps aussi, ça. Parce que c'est vrai, je l'oublie, moi. Je l'oublie, mon handicap, alors que c'est vrai, il est visible. C'est vrai qu'il peut être emmerdant d'un premier abord. C'est vrai que je peux galérer pour faire certaines choses et tout. Mais je me suis tellement entraîné et j'ai tellement réfléchi pour trouver des solutions, pour tout faire, qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas spécialement un frein. Okay. Et donc, c'est surtout dans la réaction des gens et dans leurs questions, en fait, que ça va me rappeler en fait ma situation. Ça peut être tout con, ça peut être une façon de me dire bonjour. C'est vrai. Tu sais, j'en ai parlé encore récemment dans je sais plus quelle interview, mais parce que c'est vrai, dès mon arrivée sur la partie HMC d'un tournage, donc où on se fait maquiller et coiffer, je sais plus quel journaliste est venu vers moi. Et je l'ai vu qu'il était gêné et qu'il ne savait pas comment me dire bonjour. Et pourtant, en fait, viens, on ne se pose pas de questions. On fait ce qui te vient, quoi. Je crois que les gens, ils ne savent pas comment réagir à la différence. Non, et c'est ça. Mais après, c'est un peu notre rôle, même si on ne l'a pas décidé. C'est ça, c'est de dédramatiser encore une fois ce qui vient de nous arriver. L'humour. Voilà, de montrer en fait que c'est pas un sujet et que c'est pas tabou pour nous. Exact. Et moi, c'est ce que je fais. Je dis, fais ce que tu veux, on peut se serrer la main, on peut se faire une bise, on peut se rouler une pelle aussi si tu veux, mais enfin, je veux dire, voilà quoi. Ouais, t'apaises la situation. Voilà, directement. J'apaise la situation, je brise la glace aussi, parce que tout de suite après, très peu de temps après, en fait, les gens oublient aussi à leur tour. Totalement. Donc voilà. Souvent, c'est des potes, ça m'arrive souvent, tu sais, je suis avec des potes et tout, et je sais pas, genre on est à la plage, et moi je dois beaucoup me protéger du soleil, et j'ai des potes qui me disent genre, ah ouais, c'est vrai, t'es brûlé, enfin, c'est vrai, genre tu dois vraiment mettre beaucoup. Et toi, ça t'arrive, genre quand tu prends, je sais pas, quand tu prends un truc ou quoi, t'as des potes qui disent, ah ouais, c'est vrai, merde, tu. Mais je sais pas, là j'ai pas d'exemple concret qui me vient, mais je crois qu'il m'est déjà arrivé des paires de fois, des potes me proposent de faire des activités, des trucs que je ne peux vraiment pas faire, quoi, tu vois. Mais j'ai pas d'exemple, ça aurait été marrant, mais forcément. Mais c'est assez rare aussi, quand même, parce que, encore une fois, même mes potes, en fait, se sont adaptés à moi. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'ai fait toutes les conneries que faisaient mes potes, tu vois, parce qu'on trouvait des astuces. Je montais sur leur vélo, ils m'ont fait faire du vélo, mais pas du tout adapté, du VTT comme ça dans la forêt, pour que je puisse en faire avec eux. Donc forcément, c'était un peu risqué, mais on s'en fichait, quoi. On voulait juste vivre des expériences tous ensemble. Donc je dirais que même l'entourage, finalement, finit par s'adapter et on vit quelque chose de tellement fort et de tellement intense. Je dirais que ça resserre encore plus les liens, tous ces moments-là. Ironie du destin, t'avais peur de l'eau quand t'étais petit, et c'est finalement devenu ton terrain de jeu, ton terrain d'expression, si je peux dire. Oui, c'est vrai. Y a un moment, du coup, tu décides de partir en pôle, faire du haut niveau, et tu quittes ta famille, qui a été hyper présente pour toi. Moi, je sais que j'étais très attachée à ma famille, parce que justement, j'étais dans ce noyau. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Partir loin de ceux qui t'ont autant aidé, et surtout dans lequel tu t'es forgé? Au départ, je ne me rends pas forcément compte de ce que ça va changer dans notre vie de famille et tout. J'avais 13 ans, donc je suis même un peu excité, tu vois. Normal. Je me dis, et je taquine un peu ma sœur. Je dis à ma sœur, écoute, regarde, je suis parti avant toi, tout ça, tu vois. Donc je fais un peu le fier quand je pars à Vichy, en Auvergne, dans le pôle France Handisport là-bas, qui est devenu l'Académie Philippe Croizon plus tard. Et quand j'arrive là-bas, mes parents m'accompagnent évidemment pour emmener mes affaires, etc. Là, encore une fois, je suis bien, je fais le fier, je leur montre ma chambre d'internat, ils sont contents eux aussi, parce que voilà, c'est une étape quand même. Même si ça a été difficile pour eux d'accepter le fait. J'imagine, une grosse part de confiance. Mais quand on arrive sur place, ça va encore. Et c'est au moment où je dois leur dire au revoir et qui quittent la chambre, dans la même journée, et qui rentre en Lorraine, en fait. Et là, je me retrouve tout seul dans ma chambre, juste avant le dîner avec les autres de la structure. Je me dis, ah ouais, quand même, ils vont être vraiment loin, en fait, mes parents, là. Vraiment loin, parce que c'est à 500 km, quand même, donc je peux pas rentrer tous les week-ends, ni les mercredis après-midi, comme le font certains gamins quand ils sont internes. Et donc, ça a été très difficile à leur départ. En revanche, je l'ai toujours caché pour eux. Tu les as protégés? Je les ai protégés et je pense qu'il y avait un côté de moi qui était encore gamin, et c'était ce que j'étais, j'avais 13 ans, et qui voulait ses parents parce que le dîner du soir partagé avec la famille, regarder un peu la télé, et le bisou de maman avant de se coucher, normal quoi, ça manque. Et il y avait quand même une partie de moi qui savait que si je passais pas par cette étape-là de Vichy, de Pôle France et d'entraînement bi-quotidien, j'allais pas pouvoir accomplir ce rêve
participer un jour au jeu, quoi. Et ça a fait que voilà, j'ai trouvé une certaine balance. Des fois, il y avait des jours où ça allait, des fois, il y avait des jours où ça allait un peu moins bien. Mais je les appelais tous les jours. Ça a été un peu ton échappatoire. Mon échappatoire, et c'est comme ça qu'il me manquait un peu moins. Ouais. Mais tout le temps, je leur disais non, ça va, nickel, tout se passe bien et tout, tout ça. Et après, dès que je raccrochais, je te jure, il y a eu des fois où je pleurais sous la douche pendant des heures en écoutant du Diams. Diams? Non, mais bon. Laquelle? Non, parce que la boulette, tout. Peut-être pas. Non, j'écoutais du Diams, je sais plus, mais une chanson triste de Diams, mais horrible. Genre Écorché vie ou un truc comme ça. Plus, il y en a une, elle est vénère. Je pleurais, sous la douche. Je te jure, c'était terrible. Mais voilà, et ça, en fait, a fait que, à un moment donné, on s'habituait. Mes parents venaient me voir quand même de temps en temps les week-ends. Et voilà, ça a été une chouette étape de ma vie, hein, franchement. Ouais, j'imagine. Tu parlais des Jeux. Du coup, tu étais dans ce système des Jeux paralympiques. Ouais. Et tu as décidé de mettre entre parenthèses ou un terme, je ne sais pas trop en ce moment. Ouais, j'ai arrêté. Hein. Tu as arrêté, vraiment, là, on n'y retournera pas. Non. Un terme à ta carrière par rapport au système de classification. Sur le système, donc c'est par rapport au handicap, en fait, le degré de handicap. Au degré de handicap, c'est ça que je cherchais. Qu'est-ce que ça éveille en toi, en fait, quand tu te retrouves à devoir nager contre des personnes, finalement, qui sont moins handicapées que toi, mais c'est juste que le système de classification ne correspond pas? Ouais. J'ai la haine. T'as la haine, J'ai la haine, je suis dégoûté parce que forcément, on repense à tous les sacrifices qu'on a faits pour arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que le départ de chez mes parents à 13 ans, c'était un entraînement à 7 h du mat jusqu'à 9 h. Ensuite, j'allais à l'école et puis on renageait le soir et puis il y avait de la muscu parfois après. Tu donnes tout, quoi. Donc on donne tout et puis voilà, c'est très peu de vacances parce qu'à chaque vacances scolaires, on part en stage en fait à l'étranger pour nager encore plus et tout. Et là en fait, je vois mon rêve s'effondrer, mais pas parce que je m'en donne pas suffisamment les moyens, mais parce qu'en fait c'est mathématique et parce que c'est physique. Si je nage dans la même catégorie que des mecs qui ont leurs 2 mains, ils vont nager plus vite que moi. Et c'est ce qui se passait en fait. Si je peux me permettre, j'ai nagé contre toi. Ah oui, c'est vrai. Et oui, à Lille, là où j'ai nagé contre toi, t'avais tes flippers. Un flipper, mais un flipper, déjà, qui dit flipper? C'est des plaquettes, Julie. Flipper le dauphin. T'avais tes plaquettes. Ouais. J'ai donc mes 4 membres. Ouais. Bon voilà, Théo m'a battu, quoi. Ah ouais. Heureusement. Quand même. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est mathématique. C'est mathématique et en fait, c'était des gars qui étaient en fauteuil roulant, donc qui étaient touchés au niveau des membres inférieurs, mais qui avaient leurs 2 mains. Et donc forcément, ils nageaient beaucoup plus vite que moi. 20 secondes sur un 200 mètres. C'est inéquitable, en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais 20 secondes, c'est terrible en natation. Et donc là, je ressens de l'injustice et de la haine, pas de la haine, mais pas envers ces mecs parce qu'ils y peuvent rien. C'est face au système. C'est le système qui me fout la haine. Mais voilà, je me dis qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'il faut continuer à s'entraîner toute notre vie pour finir au mieux 4e? Ouais. Pour moi, c'était pas ma philosophie, c'était pas comme ça que je voyais le sport et le haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la compétition au même moment qu'on nous annonce le confinement. Donc autant te dire que c'était une belle période un peu pourrie quand même. Ah ouais. Genre vraiment une reconstruction et une réinvention quelque part aussi. Mais c'est bien. Ouais. Franchement, moi, tu sais que le confinement, alors je sais que ça a été terrible pour plein de familles, pour plein de personnes, il y a même des gens qui sont malheureusement partis et tout, donc je pense bien à eux, mais j'ai utilisé moi le confinement comme un moment qui allait me permettre de prendre le temps. Te recentrer. Ouais, parce qu'en fait, ça faisait plusieurs années où je fonçais, je réfléchissais pas, et j'avais pas vraiment le temps de profiter aussi de ce que j'avais déjà un petit peu construit. Et en fait, j'ai utilisé moi ces plusieurs mois de confinement pour me poser les bonnes questions aussi. Ouais. C'est là où j'ai décidé vraiment concrètement d'arrêter la compétition. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Et c'est là où est née, en fait, ma première expédition quand j'ai traversé le lac Titicaca. C'est parfait parce que vraiment, on dirait qu'on a bossé cette interview. Genre, j'allais y venir. Donc, tu quittes les Jeux. Ouais. Tu décides de te lancer ce défi avec 2 autres nageurs donc, sur le lac Titicaca. Ouais. Il y a quelque chose que tu as très peu dit, je trouve, c'est que tu as quand même frôlé la mort. Et par expérience, il m'est arrivé d'autres choses par-dessus mon accident après, des expériences de vie, tu vois, où vraiment je suis passée pas très loin encore de la mort. Et je sais que ça ravive pas mal de choses. Et comment tu vis ça? Parce qu'en fait, toi, à la base, tu pars sur un défi sportif, à contrario, ou pour combler, si je peux dire, les Jeux para. Ouais.
Il se passe quoi dans ta tête quand vraiment, genre, tu te dis, bah là, on peut mourir, quoi? Bah, je me dis, j'ai peut-être fait une connerie, là. Ouais. J'ai peut-être fait une connerie, peut-être que je suis allé trop loin. Et je suis très énervé contre moi, en fait, C'est vrai à ce moment-là, parce que je me dis, ça servait à quoi, en gros, de se battre comme un fou, et ça servait à quoi que tes parents et que ta famille se battent comme des fous Donc ça, c'est dans ta tête au pour moment finir. où... Ouais, Ah je suis dans ma tête, je me dis, c'est complètement con quand même de finir au milieu d'un lac à 4000 mètres d'altitude. C'est quand même bête, quoi, tu vois, Ouais, c'est débile. Mais c'est parce qu'en fait, on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu ça. Nous, on s'est préparé pendant 15 mois sur prépa, elle était dingue. l'altitude, sur l'eau froide, sur la distance et tout. Mais la météo, elle était pas censée être si violente, en fait. Et donc, il s'est passé quoi sur place? Et bah, en fait, le deuxième jour, deuxième nuit, la foudre tombe à quelques mètres de notre embarcation. Quand en gros, s'était amarré, on s'était accroché à un petit îlot au milieu du lac. Et là, tu te dis, bon, comment ça se fait que c'est pas tombé sur nous, là? Bon, bref, tu te poses un milliard de questions. Ouais, la bonne étoile, c'est clair. Mais je me dis, waouh, c'est le deuxième jour. Qu'est-ce que va nous réserver ce lac encore, quoi, comme surprise. Et puis, au final, les autres jours après, avant, ça va un peu mieux, mais c'est long, c'est dur. Et en fait, c'est la 7e nuit, moi, qui me fait serrer, parce qu'en gros, on est dans la capacité de s'accrocher la nuit. Okay. Donc, en gros, on tracte un radeau à la nage. Ouais. Et en fait, ce radeau, c'était notre surface de vie. On dormait à l'intérieur, on avait nos provisions, on avait nos affaires de rechange et tout. Et là, ce soir-là, on n'a pas pu s'amarrer. Donc, on a dû lancer des ancres flottantes, c'est-à-dire des énormes parachutes en fait, qui se gonflent d'eau et qui permettent de ralentir la dérive du bateau. Et cette petite embarcation qu'on avait vraiment construite avec des ingénieurs, elle n'était pas faite pour des conditions extrêmes. C'était un mini kata en fait, qui était faite pour les lacs, quoi. Ouais. Et là, en fait, le lac Titicaca, il s'est transformé en mer. Et cette nuit-là, ça a été terrible, vraiment. Il y avait des creux de 2 à 3 mètres sur un lac. Je ne pensais pas que c'était possible. Et en fait, notre embarcation n'était pas du tout faite pour ça. Et à plusieurs reprises, elle a failli se retourner. Et en fait, il était 23h minuit, et à 23h minuit, donc il fait nuit, et personne nous voit, on est au milieu du lac. Et en plus, 2 jours avant, on avait essayé notre téléphone GPS, ils avaient mis plus de 7 heures pour nous retrouver les secours, pour venir avec des journalistes. Donc autant dire qu'on panique et on se dit, bah, si on tombe là, si on tombe dans l'eau, on est mort, parce que personne ne pourra venir nous rechercher à temps. Et donc là, je me dis, moi j'arrête, quoi. J'arrête. Ouais, t'avais envie d'arrêter. J'arrête parce que je veux pas mettre ma vie en jeu, et je sens que j'ai encore trop de trucs à vivre pour en finir je te confirme que t'as encore des trucs à vivre. Et au final, voilà, le fait d'être entouré de Malia et de Mathieu, donc mes 2 camarades d'aventure, ils ont réussi à trouver les mots, ils ont réussi à me rassurer, ils m'ont conseillé aussi d'écrire. J'ai beaucoup écrit, j'ai écrit une lettre à mes parents, une lettre à ma sœur. C'est salvateur, ça? Sur le moment? Ça m'a fait du bien. C'est vrai? Ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de leur parler. Okay. Donc déjà, ça me passait le temps, ça me permettait de plus réfléchir à ce qu'on vivait là, sur l'instant présent. Et comme j'étais à cœur ouvert, parce que dans ma tête, je pouvais potentiellement partir, j'ai dit des choses dans ces lettres que tu n'aurais jamais dit. Que j'aurais jamais dit. Tu leur as donné? Bien sûr, ça a été mon objectif, en fait. Incroyable. Ça a été mon objectif parce que j'avais pas de réseau. Et je savais que si j'allais de l'autre côté du lac Titicaca et qu'on finissait cette traversée, bah, j'allais pouvoir rentrer à l'hôtel et me connecter au wifi de l'hôtel. Et je peux t'assurer que c'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à l'hôtel, c'est envoyer les mails à mes parents. Et après ça, tu as mis du temps à revenir un peu dans la vie réelle, entre guillemets, si je peux dire? Ouais, c'est assez bizarre. Ouais. C'est assez bizarre parce que déjà, on a été coupé du monde pendant 11 jours. Dans une surface de 3 mètres carrés, quoi, tu vois. Donc, déjà, c'est assez bizarre quand tu te retrouves seul dans ta chambre. Déjà, c'est tout bête, mais j'ai très mal dormi. On avait eu la chance de dormir dans un superbe hôtel avec un grand lit king size à notre arrivée. J'ai pas bien dormi du tout, parce que en fait, c'était limite trop confort. Ouais, t'es habitué à l'inconfort. Il y avait pas assez de bruit, et puis forcément, t'as des flashs qui te reviennent. Franchement, les premières semaines n'étaient pas faciles. Mais après, on était tellement fiers de ce qu'on avait fait. Mais c'était incroyable. Enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur, ce défi, il est fou. Mais c'est vrai que cet axe-là, tu l'avais quand même... Tu parlais beaucoup du défi. Effectivement, tu vois, j'ai entendu que tu avais des creux et tout. Mais il y a un moment, je sais plus dans quelle interview, et je t'entends le dire, et tu parles un peu de ces creux, et tu dis... Enfin bref, et tu t'attardes pas sur le sujet. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, ça a vraiment dû être une épreuve fracassante pour toi.
de confronter en fait le fait que tu aurais pu perdre ta vie et de t'être battu jusque-là pour... Bah ouais, puis je sais pas, moi, tu vois, par exemple, quand j'étais tombé malade, j'ai pas vu le truc venir. Ouais. Là, en fait, je voyais le truc venir. Je me dis, mais en fait, ça va être quand? Quand est-ce qu'on va... Ouais. Quand est-ce qu'il va vraiment nous arriver le T'es truc? vraiment face à toi-même, quoi. Ouais, et puis en fait, j'avais Mathieu, qui est un éco-aventurier, donc qui a fait déjà plusieurs expéditions et tout, qui dormait à côté de moi. Moi, je dormais au milieu. Et il dormait avec le couteau dans la main, au cas où si on se retournait pour arracher la toile de tente, tout ça. Et tous ces trucs, tu vois, encore aujourd'hui, ça me fait des frissons quand j'en parle. Parce que j'ai l'image encore, limite, du couteau, pas loin et tout, pour ouvrir la tente. Et je me dis, mais s'il n'arrive pas à couper la tente et tout, mais c'était des trucs de fou comme ça. Et en fait, c'est tellement fort. Bon, tant mieux, ça s'est bien fini, je touche du bois, c'était magnifique. Mais voilà, après, avec le recul, tu te dis, c'est quand même fou ce qu'on a vécu. Alors qu'on se connaissait pratiquement pas, en fait, tous les 3, 15 mois en amont. C'est fou. Et aujourd'hui, on est liés à vie, quoi. Et t'aimerais refaire des défis, donc peut-être pas de cette... peut-être pas aussi dangereux, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui t'a... Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait, sur toi? Ça m'a appris mes limites. Ouais. Parce que j'ai refait d'autres défis. Et chaque défi, en fait, m'apporte quelque chose de différent. Là, franchement, ce que je retiens de ce défi, c'était vraiment que le fait d'être entouré, la cohésion, nous permet d'aller au bout des projets. Parce que voilà, sinon, j'ai abandonné le 7e jour, j'ai pas honte de le dire. Après, j'ai fait une course de 57 bornes en Argentine, tout seul. Ouais. Et en fait, ça a été une souffrance physique extrême. Parce que je n'étais pas assez entraîné et comme un con, j'ai voulu aller au bout quand même et je me suis blessé. Et en fait, là, ça m'a permis de découvrir mes limites à moi, mes limites physiques et mes limites mentales. Parce que quand je suis rentré, j'ai dû voir un médecin pour mon épaule et puis j'ai dû voir un médecin aussi pour ma tête aussi. Voilà. Donc, tu vois, il y a plein de choses. Et même si... tu vois, je ne referai pas ces aventures, je les ai faites, mais elles m'ont permis d'apprendre sur moi à chaque fois. Et dernièrement, j'ai fait une aventure en Afrique du Sud avec Ismaël Khalifa. Et c'était peut-être moins impressionnant sur le plan sportif, parce qu'on a fait une 30aine de kilomètres à la nage et on a fait 100 bornes à vélo. Mais en fait, ce défi nous a permis de relever des fonds pour construire un terrain de sport dans un bidonville Sudaf. Et ça, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Alors, je ne vais pas en enchaîner bêtement des défis, parce que sinon, ça perd la valeur. En revanche, j'ai plus envie de faire des défis extrêmes, juste pour me montrer que je suis celui qui pisse le plus loin. Ouais. Parce que moi, ça y est, j'ai découvert mes limites, je suis très content. Quand il y a du sens. Et maintenant, je veux que ça ait du sens et qu'il y ait un impact positif pour les autres, surtout. C'est trop bien. La santé mentale, t'en parles un peu? Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive et c'est un sujet, tu vois. Tellement. Moi, en tant qu'athlète aussi, en vérité. Ouais, j'ai toujours été suivi, moi, par des psys. Trop bien. Dès que je suis arrivé à Vichy, justement, à 13 ans, on a un suivi de haut niveau. Et voilà. Mais j'ai arrêté quand je suis parti de Vichy, par exemple, de voir quelqu'un. Et après la Santa Fe 40, par exemple, donc la course en Argentine, j'ai eu besoin de revoir quelqu'un parce que c'était trop le bazar dans ma tête, tu vois. Ouais. J'ai été à la fois, par exemple, frustré de m'être blessé à l'épaule et d'un côté, j'étais frustré aussi et énervé contre moi parce que j'étais pas content d'avoir fini la course. Et pourtant, j'ai fini la course pour être content quand même tu vois. Ouais, c'était le bazar de fou et j'avais besoin que quelqu'un m'éclaire un peu là-dessus et j'avais besoin qu'on fasse un peu le ménage, en fait. Et ça m'a fait tellement du bien. Ça fait tellement bien. Mais c'est magnifique et je conseille les gens, moi, régulièrement à voir des spécialistes, à aller parler, tout simplement, parce que ça fait tellement de bien. Ah, tu vois, moi, j'ai fait le choix, franchement, de pas... Moi, je suis sortie de l'hôpital et ça a été l'effet inverse. J'avais une psy à l'hôpital et je me suis dit, non, en fait, je sors de là. Et il y avait une volonté, en fait, de tirer un trait un petit peu sur tout l'hôpital et tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Et en fait, ça m'a rattrapé quelques années après, tu vois. Là, j'ai commencé un suivi et en fait, t'es obligé, à un moment, je pense, de... Je sais pas si t'es obligé de confronter chaque part desquelles t'as pas envie de travailler, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'ouvrir certaines portes pour... Ouais, c'est clair. C'est clair. En revanche, moi, quand j'allais le voir, j'ouvrais toutes les vannes. Hein, et c'est ça aussi qui m'a permis d'avancer vers le mieux. Et franchement, c'est fou, ça fait du bien. On s'aligne face à soi-même. J'ai un petit jeu à te faire faire. Allez. C'est très simple, c'est un mot, une réponse. Donc pour cette partie, il n'y a pas de réflexion. Okay. On va un peu moins profond dans le sujet. Tu peux développer ta réponse si tu as envie. Moi, je te dis un mot et tu me réponds un mot. Ce que tu veux. J'adore. T'es vrai? Ouais. Je suis pleine de surprises. Ah oui. Amputation. Waouh. Prothèse. Famille. Amour. Natation. Pédiluve.
C'est excellent, ça. Classification. Complication. Titi Kaka. Surprise. Philippe Croison. Exemple. Média. Rêve. Paris 2024. Folie. Rêve. En un mot, c'est pas facile. Hein. Tu peux le développer un peu plus. Mais rêve, je dirais que c'est un peu ma vie, quoi. Je dirais que c'est un peu ma philosophie de vie, quoi. C'est dingue. Je ne vis qu'avec ça. C'est ça qui me permet de me lever tous les matins. Sinon, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis pas à l'aise, quoi. Donc, moi, les rêves vraiment me permettent de me dépasser, quoi. Sans ça, je trouve la vie tellement triste. Tu vis vraiment la vie, j'ai l'impression, dont tu aurais rêvé petit. Ouais. C'est dingue, hein. Mais parce que je pense, et c'est peut-être pareil pour toi, mais quand il t'arrive un truc comme ça fort où tu as senti que ta vie a basculé et que tu as failli partir à tout jamais, tu dis maintenant je vais y aller, quoi. Je vais y aller, je vais foncer. Et j'ai pu spécialement me mettre de barrière. Et je pense que c'est grâce à ça aujourd'hui que je vis plein de rêves. Ouais, mais tu sembles vachement, tu vois. Enfin, là, c'est un peu le sujet de... avec mon psy ces derniers temps. Mais tu sais, c'est justement, en fait, c'est une promesse que tu te fais quand t'es accidenté ou quand t'es malade. La promesse de reprendre à la vie un peu tout ce qu'elle t'a arraché. Ouais. Et de dire, en fait, je vais vivre dans cette intensité. Ouais. Et moi, tu vois, je me fais cette promesse à 16 ans. Et 10 ans plus tard, en fait, je me rends compte à quel point ça me rattrape parce que tu peux pas vivre complètement tout le temps dans l'intensité. Ouais. Et je pense que ce qui t'a beaucoup aidé, c'est ce suivi psy, en fait, sur la longueur, tu vois. C'est ça. Et en fait, moi, le fait d'avoir cherché constamment cette intensité et d'être quelque part en amour de la vie parce que je l'aime à un point inimaginable pour avoir su ce que c'est de la perdre. Et en même temps, tu peux pas passer ton temps à la défier, tu vois. Et Titi Kaka, c'est un très bon exemple aussi pour ça, tu vois. C'est pourquoi, dans tes défis, pourquoi toujours aller plus loin? Ouais, non, mais c'est ça. Et rester aussi dans quelque chose qui a du sens, c'est bon aussi pour ça. Ah, mais c'est ça. Dernier mot, transmission. Bravo. Transmission, je dirais que c'est je dirais priorité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma priorité. Et, c'est tellement beau, la transmission. Ça donne du sens, en fait. Tout. À tout ce qui nous est arrivé. Mais en fait, la transmission, elle nous entoure au quotidien. Mais même là, aujourd'hui, ce matin, on se transmet en fait à chacun, à chaque fois. L'énergie, on se la transmet. C'est pour ça en fait que parfois on me dit, par exemple, quand je travaille avec de nouvelles personnes et tout, on me dit quel genre de personne tu veux avoir à tes côtés. Et moi, je réponds naïvement, mais quelqu'un de gentil. Mais parce qu'en fait, j'ai besoin de quelqu'un de sain à mes côtés, parce que c'est ça, c'est de la transmission au quotidien. Ça va être des bonnes ondes, des bonnes énergies, ça va être de belles valeurs. Et, on a besoin d'être en paix, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc pour moi, transmission, ça veut dire beaucoup, et je dirais que c'est une priorité. Ça devrait être une priorité pour nous tous. Ça l'est pour toi, en tout cas. Ouais. Je t'amène dans le dernier set. Wow. On est plein de surprises. Flavien, que tu connais très bien. Flavien, je peux te faire une bise? Tu permets? Je peux te faire une petite bise? Allez. Je te laisse prendre place et je vais t'expliquer ce qui va se passer ici. D'accord, très bien. Je t'en prie. Alors Théo, en gros, quand on voyage, on capture des souvenirs. Ouais. Et là, on vient de faire un petit voyage en toi, à découvert, c'est le cas de le dire. Ouais. Et on va simplement illustrer ce voyage avec Flavien à travers un portrait. Donc, on est loin des projecteurs des télés, des lumières blanches. Ici, c'est cosy, c'est à la cool. T'es libre de transmettre ce que tu veux. On fait un portrait. Tu peux sourire, faire une grimace. Tu fais ce que t'as envie. Ok. Et pour illustrer tout ce que tu viens de dire. Trop bien. Voilà. Fais gaffe à ce que tu fais comme ça. Ouais, parce que je risque de le prendre très mal. Non, ok. Ah, c'est cool. Théo, merci d'avoir accepté de te mettre à découvert. C'était vraiment incroyable. C'est vrai qu'on pense souvent tout savoir d'une personne à travers ce qu'elle transmet, son côté solaire. Aujourd'hui, on a pris le temps d'aller au-delà de cette image, au-delà des titres de Théo aussi. Merci vraiment de t'être ouvert. Merci à toi pour l'invitation. Très grande fierté en vrai. C'est vrai d'avoir été le premier. C'est clair, merci pour ta confiance. Et ça a été très intéressant et tu m'as eu dès les premières secondes avec le miroir et ça m'a permis de m'ouvrir encore plus. Donc, bravo à toi et longue vie à découvert. J'allais te dire un découvert en un mot, mais je crois qu'il y en a 1000. Tu nous as vraiment prouvé que le dépassement de soi, c'est d'être pleinement soi-même. Vraiment, j'ai adoré ce moment avec toi. Merci mon Théo. Merci à toi. Beaucoup. Merci.